positif. J'ai envie de dire que c'est pas forcément un parcours du combattant, c'est pas évident tous les jours, mais c'est plus une vocation de devenir entrepreneur. Il faut vraiment avoir la foi et décider de le faire pour de bonnes raisons. Il faut, donc comme je disais, moi j'ai commencé chez L'Oréal, j'ai fait plusieurs différentes structures. Je n'étais pas forcément bien dans un grand groupe, j'ai fait une petite PME, c'était intéressant, j'ai senti que j'avais un esprit entrepreneurial, ensuite je suis repassé dans un groupe international en prenant des postes de direction, ce qui m'a permis en fait de voir si j'étais capable de toucher un peu à tout et d'être adaptable. Mais surtout, ce qui est essentiel de se dire, c'est que si on pense qu'on a des capacités, c'est-à-dire avoir des idées, avoir l'envie de travailler, parce que l'envie c'est l'amour du travail, avoir cet esprit d'entrepreneur, ce qui est important, c'est de se dire que monter son entreprise, sa start-up, c'est pas se retrouver tout seul, être pépère, faire ce qu'on veut, se lever à n'importe quelle heure et ne pas avoir de responsabilité. Créer son entreprise, clairement, c'est re-rentrer dans une entreprise, même si au début elle est petite. Il ne faut pas penser que c'est facile, qu'on va devenir millionnaire tout de suite, et il faut surtout avoir beaucoup d'humilité, savoir que on ne sait pas tout faire, l'accepter, savoir se faire épauler par d'autres personnes. Et voilà, c'est à mon avis déjà les points importants à poser avant de se demander est-ce que je peux devenir entrepreneur, est-ce que je vais créer ma start-up. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis également auto-entrepreneur. J'ai créé en 5 minutes une galerie d'art pour rentabiliser les bureaux que j'ai pris pas très loin d'ici. Vous serez invité à venir me voir d'ailleurs. Et clairement, c'est pas la même chose. Auto-entrepreneur, ça m'a pris top chrono 5 minutes. 5 minutes. Il n'y a pas de nom de marque. Pascal Gauzès, c'est facile, je suis auto-entrepreneur. Pas de statut, rien, pas de dépôt de capital. Il faut savoir que créer une société, c'est des statuts. Donc pour éviter les déboires de Nazim, c'est s'entourer d'avocats, faire de longues tours de table pour savoir quels sont les statuts idéaux, comme vous voulez. Quels sont les associés à prendre? Est-ce que je m'associe? Est-ce que j'y vais tout seul? Choisir sa forme juridique et ainsi de suite. Et après, c'est aussi énormément de ressources à gérer, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, vous ne versez pas de salaire, mais il faut penser que vous n'allez pas pouvoir verser de salaire à d'autres personnes, donc ça veut dire s'entourer, parce qu'il faut penser qu'il y a de la comptabilité, qu'il y a des formalités juridiques, administratives à faire, et tout ça au début, quand on est dans une grande société, on s'en rend pas compte, parce que c'est d'autres personnes qui le font, ils sont spécialisés pour ça, et quand on arrive tout seul, on n'a pas du tout l'idée qu'il y a cette avalanche de formalités et d'obligations. Voilà, sans ça, effectivement, on peut dire de temps en temps que c'est un parcours du combattant. Donc en fait, il faut savoir que c'est un vrai choix de créer une start-up, c'est pas juste un petit délire de dire j'ai une super idée, je vais créer des marionnettes en 3D à partir des avatars Facebook et ça va être un carton. Ensuite, savoir si son idée est bonne. Aujourd'hui, j'aurais pu vous faire une carte perceptuelle pour vous montrer un petit peu quel pouvait être le champ des possibles des startups et s'apercevoir que le marché est extrêmement bouché et que tout le monde a déjà pensé à tout. Non, aujourd'hui, l'avenir se crée tous les jours. On peut avoir des bonnes idées, même si elles existent déjà. Et au contraire, je dirais que dans les marchés où il y a déjà des acteurs, il y a un des symboles. Quand il y a beaucoup d'acteurs, ça veut dire qu'a priori, il y a de l'argent à se faire. Que les gens ne se jettent pas sur une niche s'il n'y a rien à faire. Donc, avoir de la concurrence, avoir des gens qui existent déjà, ne sont pas des barrières à l'entrée pour créer une start-up. En l'occurrence, quand j'ai créé le Marteau Rouge, un site d'avis, des sites d'avis, on en connaît plein. Plein qui marchent pas. Vous êtes un peu jeune, on avait des sites du type Cityvox qui étaient très bien pour savoir où sortir, ainsi de suite. Finalement, n'ont pas vraiment décollé. Des sites d'avis type Ciao qui donnaient des avis sur absolument tout et n'importe quoi, qui ont vite été détrônés par la véracité de leur contenu. Et ensuite, on est arrivé sur des sites d'avis de plus en plus spécifiques. Et évidemment, le premier qui vient à l'esprit, c'est TripAdvisor, ou ensuite La Fourchette, comme tu en parlais tout à l'heure. Dans mon secteur, qui était la construction et les produits bâtiments, il n'y avait pas vraiment de gros acteurs majeurs. Et en 2013, quand j'ai décidé que oui, je me lançais et que j'étais complètement fou, il y avait, on va dire, un petit acteur qui existait qui ressemblait à rien, et deux autres sociétés qui se sont créées exactement au même moment. Aujourd'hui, on a 10 à 15 acteurs plus ou moins importants qui ont leur spécificité, leur uniqueness,
et apparaissent quasiment chaque jour des petites étoiles. Alors là, sur le fond, on peut dire enfin, c'est pas des startups, c'est des étoiles filantes pour justement aller abonder sur ce marché. Donc quand on est sur un marché, quand on a décidé d'y aller, l'essentiel est de trouver quels sont les points de différenciation et ce qui va faire que votre site, comme on dit chez L'Oréal, est nouveau, différent et meilleur. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Et aujourd'hui, il faut être capable de se remettre en cause tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai créé le Marteau Rouge il y a presque 2 ans, j'étais persuadé que l'idée était tellement bonne et tellement merveilleuse que si j'en parle autour de vous, tout le monde va dire c'est vrai, je suis incapable de trouver mon plombier ou mon électricien, comment t'as fait? J'étais persuadé que les gens allaient très naturellement venir s'inscrire en disant heureusement qu'il est arrivé pour nous. Non, 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 personne ne nous attend. Il faut faire sa place. Les gens ne sont pas naturellement philanthropes. Ils n'ont pas surtout en France, je dirais, c'est un point très spécifique de la France. Les gens n'ont pas envie naturellement de s'aider, n'ont pas envie naturellement de s'inscrire sur le site, n'ont pas naturellement envie de perdre 5 minutes pour écrire un avis. D'autant plus que tous les acteurs économiques du bâtiment ne sont pas non plus forcément les gens les plus modernes du monde. Je ne citerai pas la Fédération française du bâtiment ou la CAPEB, mais on est dans une vision très 19e siècle où forcément des avis c'est négatif, c'est méchant, et on n'a pas du tout l'idée que donner des avis c'est aussi faire des retours sur le travail, des retours terrain, donc savoir si quelqu'un fait les choses bien, si elle les fait de moins en moins bien, si elle respecte les valeurs d'une société. De la société mère, enfin de la société qui l'emploie. C'est essentiel pour ça. Ça permet aussi de corriger ses défauts, de travailler ces domaines d'excellence. Donc c'est essentiel pour une société. Aujourd'hui, c'est vrai, le marché du bâtiment est saturé. Enfin, il y a énormément de demandes pour peu d'acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que j'ai fait 7 ans d'études, vous allez en faire au moins 5. Et vous allez avoir du mal à trouver du travail, alors qu'un plombier à Paris gagne 4 000 € net en moyenne, alors qu'il ne fait pas forcément bien son travail. Et les bons artisans sont en général débordés, c'est impossible de les avoir. Donc, ce qui fait que voilà, les avis sont essentiels, mais tout le monde n'a pas envie d'en entendre parler. Donc il faut créer cette démarche, ça veut dire être dans l'éducation. Et dans l'éducation, c'est pas évident parce que quand on est persuadé qu'on a raison, faire comprendre aux autres qu'on a raison, c'est pas le plus simple. Il faut se prendre beaucoup de portes, se dire que les gens n'ont pas envie de tester ce baptême du feu, et ainsi de suite. Je vais vous demander de terminer rapidement par les facteurs de succès et puis votre alors, les facteurs de succès, en fait, justement, je n'allais pas nulle part. Les facteurs de succès, justement, c'est pour réussir à faire la différence, l'important, c'est de savoir quelle est la cible et de la mettre au centre de tout. Pour moi, la cible, c'est l'artisan et le pro du bâtiment, et c'est essentiel de le mettre au centre du mécanisme et de créer pour lui quelque chose de tangible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artisan, s'il va se mettre sur le site, quel est l'intérêt pour lui d'avoir des avis? Et est-ce que les avis sont le seul élément qui pourra lui permettre de se dire ça vaut le coup que je sois sur le site? Non, il faut lui apporter une batterie de services de manière à ce que l'artisan ait l'impression qu'on lui propose du sur-mesure, enfin le sur-mesure de la communauté artisan produit bâtiment. Voilà, pour moi c'est l'une des choses essentielles aujourd'hui dans tout ce monde virtuel qui va très vite. Aujourd'hui, on va sur Snapchat et en une seconde notre message disparaît. C'est super, mais qu'est-ce que ça apporte sur le long terme? Aujourd'hui, l'un des facteurs de succès pour moi, c'est le tangible et l'humain. Dans 5 ans, où me vois-je? Je me vois avec plein de gens partout en Europe. L'idée, c'est de vraiment développer une plateforme, une sorte de bureau unique des gens en France pour tous les pros du bâtiment. C'est-à-dire se dire qu'un artisan qui veut s'installer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une box sur le Marteau Rouge qui va lui permettre de faire ses formalités administratives, de démarrer un peu de créer son image et de s'installer. Et ensuite, il y aura une série de services qui permettront au fur et à mesure de se former, d'avoir des réductions sur ses assurances, sur sa voiture, sur tout ce qui fait son quotidien et faire en sorte qu'il ait le temps de se consacrer sur son travail, c'est-à-dire ce qui fait bien, les métiers manuels,
et laisser de côté tout ce qui le pollue, qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi un plombier a beaucoup de travail, c'est parce que c'est pas facile de devenir plombier, c'est pas un métier sympa, surtout quand on a beaucoup trop de choses à faire. Bien, merci. Alors nous avons parmi nous ce que j'appelle